Donc, Monsieur Gabriel Foy, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Est-ce que vous voulez faire un petit point rapidement avant qu'on ait cet appel? Effectivement, donc c'est vrai que là aujourd'hui nous sommes dans la deuxième quinzaine de confinement et les artisans sont vraiment très inquiets. Nous recevons chaque jour entre 200 appels avec l'équipe que nous avons mis en place au sein de la Chambre des métiers pour être à l'écoute des artisans. Et c'est vrai, ce qui ressort le plus, c'est la problématique de la trésorerie, la problématique aussi des dotations qui sont prévues par l'État, mais ils aimeraient savoir en combien de temps. Et surtout, ils sont inquiets pour savoir s'ils vont tenir vraiment la route. Alors nous sommes quand même là pour les rassurer que la Chambre des métiers, avec ses équipes, on mettra tout en œuvre pour sauver nos artisans et nos commerçants de Guadeloupe et des îles de Guadeloupe. Et nous mettrons tout en œuvre. Nous sommes là, nous sommes à leurs écoutes, même si je sais que c'est compliqué, c'est difficile pour tout un chacun. Mais nous devons sortir grandis de cette crise qui est mondiale. C'est un cataclysme économique et qui fait qu'aujourd'hui, nous devons rester solidaires. Et le président que je suis, avec toutes les chambres consulaires aussi, nous sommes tous dans le même bateau. Nous mettrons tout en œuvre pour sauver l'économie guadeloupéenne, tout en œuvre. Et que ce soit l'État, le département, le conseil régional, je pense que nous devons nous tenir main dans la main et ne laisser personne sur le bas-côté, parce que je sais très bien qu'il y aura quand même des entreprises qui vont tomber. Mais nous devons les aider, trouver des solutions pérennes pour que demain matin, nous soyons encore plus forts. D'accord, merci en tout cas d'être là. Monsieur Vial-Collet, bonjour. Bonjour. Alors, allez-y, est-ce que vous avez un petit mot? Écoutez, c'est la première fois qu'on est confronté, les entreprises, à ne plus avoir de recettes pour 90% d'entre elles, que des dépenses, et on sait bien que toute entreprise qui n'a que des dépenses et aucune recette ne peut pas tenir. Alors bien sûr, le gouvernement a mis un certain nombre de dispositifs pour détendre la trésorerie, report des échéances, c'est-à-dire ce qu'on devait payer à l'État, excepté la TVA, on pourra en parler, mais les charges sociales et fiscales, on peut les reporter, on ne sait pas exactement sur combien de temps, mais il va y avoir des moratoires. J'ai entendu parler que le chef de l'État pouvait imaginer pour certaines d'entre elles une annulation, mais pour l'instant on n'a pas de détails sur comment ça peut être fait. Et puis ça c'est la trésorerie, donc les prêts. Je rappelle que les entreprises pourront mobiliser des prêts à hauteur de 25% de leur chiffre d'affaires. Pour faire clair, une entreprise qui fait 1 million d'euros peut mobiliser 250 000 euros de prêts auprès de sa banque avec une garantie de 90% de la BPI. Donc ça va aider à traverser la crise, mais bien sûr tout ça il faudra le rembourser. Oui. Et puis après bien sûr, mais il faut l'imaginer aussi, même si c'est 3 étapes différentes, l'entrée de crise et la fermeture de l'ensemble des entrepreneurs, de leurs entreprises, c'est la première étape. La deuxième étape c'est traverser la crise, et puis la troisième étape ça sera effectivement la sortie de crise, mais on n'y est pas. Exactement, nous n'y sommes pas encore. Donc là, nous allons faire l'appel pour avoir Monsieur Thomas Courbe. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est le directeur général des entreprises, donc de la DGE pour les professionnels, vous connaissez déjà. Il est chargé de mettre en œuvre la feuille de route du gouvernement en direction des entreprises, parce que c'est vrai que c'est un cap qu'il va falloir que nous puissions passer. Donc là, nous sommes en train de le joindre et nous l'avons au téléphone. Bonjour ou bonsoir. Allô ? Oui, bonjour, Thomas Courbe à l'appareil. Bonjour monsieur, alors déjà je tenais à vous remercier pour cette intervention téléphonique. Je vous en prie. Je sais que vous travaillez avec toutes les régions de France. En ce moment, vous répondez à énormément de questions. Nous suivons de temps en temps les différents directs que vous mettez en place, que ce soit sur Facebook et sur Twitter. Et merci de nous répondre sur des points particuliers. Donc, je vous présente déjà en plateau monsieur Gabriel Foy et monsieur Patrick Vial-Collet, que vous connaissez peut-être sans doute, avec qui vous avez peut-être déjà eu l'occasion de travailler ou avec qui vous travaillerez peut-être par la suite. Bonjour. Je les connais de nom, oui, tout à fait. Bonjour monsieur Thomas Courbe. Président de la Chambre des métiers des îles de Guadeloupe. Bonjour monsieur le directeur général, Patrick Vial-Collet, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour. Très
très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Monsieur Courbe, déjà, avant de répondre à nos quelques questions, est-ce que vous pouvez rapidement nous faire un point de la situation, s'il vous plaît, et particulièrement, si c'est possible, dans nos territoires? Oui, alors, pour faire face à la crise, le gouvernement a mis en place tout un ensemble de mesures. Il y a d'abord, bien entendu, la priorité sur la santé pour les Français, donc l'importance de respecter le confinement, les gestes barrières. Il y a ensuite de répondre à l'urgence économique et finalement notre objectif c'est de garantir la continuation de la vie économique qui est essentielle pour l'ensemble du pays. Et pour permettre cette continuation économique, pour faire face à cette urgence économique, le gouvernement a mis en place un ensemble de mesures, un plan de 45 milliards d'euros que je pourrais détailler si vous le souhaitez, et qui s'articule autour d'un dispositif exceptionnel de chômage partiel, du maximum d'oxygène donné aux entreprises, notamment en termes de trésorerie, par des reports de charges, par la garantie des prêts de trésorerie, et puis par des dispositifs plus spécifiques pour les plus petites entreprises, pour les indépendants, les micro-entrepreneurs, avec notamment le fonds de solidarité qui doit leur bénéficier directement, et des mesures pour ces petites entreprises qui essayent d'appliquer un principe général, zéro recette, zéro dépense, et donc qui s'efforcent de reporter autant que possible les dépenses de ces petites entreprises pendant la crise. Oui, monsieur le directeur général, merci. Les 4 mesures auxquelles vous faites allusion sont extrêmement claires. Elles jouent sur la trésorerie. Donc, dans un premier temps, nous avons bien compris que l'État entendait permettre aux entreprises qui n'ont plus de recettes d'avoir le moins de dépenses, donc reporter et donner un peu d'oxygène, parce qu'il faudra quand même, j'entends bien zéro recette, zéro dépense, mais nous aurons quand même des dépenses, celles que nous ne pouvons pas reporter, c'est-à-dire les dépenses fixes de nos entreprises. Je me permets, si vous voulez, de poser quelques questions directes, vous poser quelques questions directement à travers les DIEC, qui sont finalement vos services décentralisés, et merci pour ce qu'elles font auprès des entreprises en Guadeloupe. Mais souvent, on est confronté à un problème de réponse, et notamment pour une charge qui est extrêmement importante pour nous, qui est l'activité partielle. Les entreprises de Guadeloupe ont besoin de savoir, monsieur le directeur général, est-ce qu'elles sont éligibles, parce que 90% de notre économie est à ce moment arrêtée, et dans la liste des entreprises qui sont visées et qui pourraient ouvrir, une partie sont complètement dans l'incapacité de travailler, et pour l'instant, elles n'ont pas de réponse, alors que ça fait plus d'une semaine que leurs demandes sont déposées. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? C'est un point pour nous qui est extrêmement important. Oui, alors merci. C'est effectivement une question importante, et vous avez soulevé deux sujets auxquels je vais essayer de répondre. Le premier, c'est le fait qu'on a mis en place un dispositif tout à fait exceptionnel de chômage partiel, avec 100% du chômage partiel qui sera pris en charge par l'État jusqu'à 4,5 SMIC. C'est un effort très important. Et je crois que ça répond à votre question, aussi un effort de souplesse sur la mise en œuvre de ce dispositif, et il a été décidé de donner un délai de 30 jours pour déposer la demande d'activité partielle, et ensuite de pouvoir commencer finalement l'activité partielle le plus rapidement possible, avec des réponses qui doivent arriver dans des délais courts. Alors, vous avez soulevé la question et vous imaginez qu'il y a eu un afflux de demandes particulièrement important, donc il y a forcément un temps de traitement pour les services de l'État qui sont très mobilisés, les services de la DIECT sont très mobilisés sur ce sujet. Il y a forcément un délai de traitement, mais c'est pour ça aussi que des délais ont été donnés pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif, et que les entreprises puissent, à partir du dépôt de leur demande, commencer à prendre des mesures. Alors on voit sur le mois de mars alors sur l'ensemble de l'outre-mer, on a 421 entreprises qui ont déjà bénéficié de ce dispositif pour 3500 salariés, 1 400 000 heures. Donc on a déjà une partie de prise en charge du chômage partiel. Et puis vous avez soulevé une autre question qui est
tout aussi importante, qui est la reprise de l'activité. Et nous souhaitons évidemment tout faire pour permettre aux entreprises qui le peuvent de reprendre l'activité. La première chose, c'est bien sûr d'assurer la sécurité des salariés, et le ministère du Travail a diffusé tout un ensemble d'informations très concrètes qui permettent à chaque entreprise d'organiser le travail pour assurer la sécurité des salariés, donc sur les distances de sécurité, l'organisation de l'atelier par exemple. Il y a des propositions très, très concrètes. Les forces de l'ordre ont reçu des instructions du ministère de l'Intérieur pour permettre, moyennant la production des autorisations prévues, la circulation des salariés vers leur lieu de travail, pour que cette reprise d'activité puisse être facilitée. Et donc on essaye à la fois de permettre des réponses les plus rapides possibles sur les demandes de chômage partiel, et en même temps de faciliter la reprise d'activité ou la continuation de l'activité pour toutes les entreprises qui le souhaitent. D'accord, je vous remercie d'avoir répondu. Comme vous le savez, nos entreprises travaillent beaucoup avec les collectivités locales, et les questions que je vais vous poser là concernent toute l'outre-mer, puisqu'il y a eu un rapport alarmant l'année dernière. Je suppose que vous le connaissez puisque vous étiez déjà directeur de l'IEDOM. Enfin, le rapport était celui de l'IEDOM qui parlait des retards de délai de paiement. Donc, lorsque les entreprises sont déjà fragilisées comme ça, quelles sont les conditions qui sont mises en place? Est-ce que vous prenez en compte cette spécificité, et est-ce qu'ils auront des souplesses au niveau du remboursement de crédit, au niveau des paiements? Comment ça va se passer pour les entreprises qui souffrent déjà de ces factures qui ne sont pas encore réglées? Alors c'est un vrai sujet dont nous avons conscience, et je peux vous confirmer, pour avoir échangé avec eux, que les services de l'État et la DIECT notamment, la préfecture, suivent ce sujet de très près. C'est un sujet qui est bien identifié, qui est suivi. Il y a deux enjeux, effectivement, les délais de paiement des collectivités locales, et donc ça c'est suivi par les services de l'État, et on espère trouver des solutions. Il y a les délais de paiement interentreprises également, qui est un sujet qui peut créer des difficultés pour certaines entreprises dans cette crise. Et sur ce sujet, je voudrais inciter les entreprises qui rencontrent des difficultés dans ces délais de paiement interentreprises à saisir la médiation des entreprises ou la médiation du crédit, qui sont à leur disposition pour pouvoir intervenir et faciliter une résolution de leurs difficultés. Et face à ça, on a tout un ensemble de mesures qui ont été prises, qui doivent permettre d'alléger la trésorerie des entreprises, et y compris des entreprises qui ont du mal, comme vous le dites, à se faire payer leurs factures. Et donc il y a toutes les mesures de report de charges, fiscales, de report de charges sociales qui sont prévues, qui sont de plus en plus automatisées, et qui vont permettre d'alléger beaucoup cette charge sur les entreprises, pour tenir compte du fait que pour un certain nombre d'entre elles, elles ont, comme vous l'avez justement souligné, des difficultés à se faire payer leurs factures. Et donc on a notamment sur les charges sociales, à la fois les échéances du 15 mars, du 5 avril, qui vont faire l'objet de report, et sur les impôts directs, des possibilités aussi de demande de report de paiement des impôts, tout ça pour alléger la trésorerie des entreprises. Monsieur le directeur, si vous permettez, je voudrais juste revenir sur quelque chose qui nous préoccupe, sur le freinage finalement, pour lutter bien sûr contre la propagation du virus, mais le freinage lié aux consommateurs. Nous sommes dans une île où nous avons 95% de très petites entreprises, un tiers ce sont des commerces, et ce tiers-là, parmi ce tiers, la grosse partie est fermée parce qu'elle n'a plus le droit d'exercer. Je fais allusion bien sûr au commerce hors alimentaire, et ceux qui sont exclus de la liste. Donc l'une des premières questions que se posent les restaurants, nous sommes une île touristique, donc il y a énormément d'activités qui gravitent autour des hôtels et du tourisme, et on sait qu'il est interdit de prendre l'avion pour venir en touriste dans ces îles. Donc l'une des questions qui nous revient en permanence, c'est quand est-ce qu'on pourra retravailler, bien sûr, parce que pour eux, ils sont complètement fermés, et quels sont les dispositifs d'accompagnement pour traverser la crise hors celle que vous avez évoquées, et surtout, à un moment donné, qu'est-ce qu'on pourra faire pour finalement redémarrer. Et ça c'est vraiment une préoccupation d'une grosse partie du tissu économique. Alors, vous avez raison, la situation pour ces commerces est bien entendu difficile, et
ils ont d'abord sur la reprise. Je ne peux pas me prononcer puisque ça sera une décision essentiellement liée à la situation sanitaire. Et donc, je pense que tout le monde a conscience du fait que la fermeture des commerces est un enjeu majeur pour ces commerces et qu'en même temps, il faut prendre les décisions au moment où la situation sanitaire le permet. Dans cette période, il y a pour ces commerces des dispositifs que j'ai mentionnés déjà, donc le chômage partiel qui s'applique pour les salariés de ces commerces, les reports de charges sociales et fiscales. On a essayé, dans les cas où c'est adapté, de développer des offres pour les commerces qui le peuvent, pour faciliter la vente en ligne, pour faciliter les solutions numériques, en tout cas pour essayer de réduire un peu l'impact de la situation pour l'activité de ces commerçants. Et puis, on a un dispositif qui est vraiment très conçu notamment pour les commerces, c'est le fonds de solidarité qui a justement pour objectif de verser, comme vous le dites, aux très petites entreprises. Il est vraiment centré sur les petites entreprises, les plus petites, et notamment les commerçants, donc qui va permettre de verser une aide forfaitaire de 1 500 euros et qui pourra être complétée pour les commerces qui sont en plus grande difficulté par une aide de leur région. Mais on aura de toute façon pour tous les commerces cette aide forfaitaire de 1 500 euros qui pourra être versée par le fonds de solidarité. Justement, M. Courbe, cette aide, justement, est-ce que c'est uniquement pour les TPE? Est-ce que c'est inclus aussi pour les PME? Et justement, cette aide sera versée, je crois comprendre, au 31 mars. Donc, nous avons des difficultés justement à faire ces déclarations parce que le site est engorgé. Est-ce qu'à partir du 1er avril, ces fonds sont déjà versés simplement sur demande au niveau de la DRFIP? Alors, effectivement, c'est un fonds qu'on a voulu réserver aux TPE, donc aux moins de 10 salariés, parce qu'il nous a semblé que pour les PME, tous les autres dispositifs s'appliquent, et il nous a semblé qu'il fallait concentrer l'effort d'indemnisation sur les TPE. Donc c'est vrai que c'est vraiment réservé aux entreprises de moins de 10 salariés. Le fonds va être mis en place au 1er avril, et à partir de cette date, chaque entreprise, TPE, commerçant pourra faire une demande sur un site dédié qui sera mis en œuvre par la DGFIP et qui permettra une déclaration très simple, conforme aux différents critères que je ne cite pas ici, mais qui permettent de vérifier l'éligibilité, notamment moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés. Et ces critères, c'est un formulaire très simple, et ensuite un paiement qui sera fait directement par la DGFIP à l'entreprise, aux commerçants, dans un délai qu'on veut vraiment le plus court possible. Donc il est normal que vous ne puissiez pas encore faire les demandes. Le site sera ouvert à partir du 1er avril, mais dès qu'il sera ouvert, chacun pourra faire sa demande et ensuite être payé rapidement. Rassurez-moi, monsieur le directeur, les entreprises non alimentaires, j'ai cru comprendre qu'elles sont exclues de ce dispositif. Non, je vous confirme qu'on a eu beaucoup de consultations avec un certain nombre d'organisations professionnelles, avec d'ailleurs les chambres de commerce et les chambres de métiers, et on a décidé d'ouvrir ce fonds à partir du moment où donc, il s'agit de TPE, à moins de 10 salariés, à l'ensemble des secteurs d'activité. Très bien. Donc c'est automatique pour les commerces qui sont fermés par le décret sur les mesures sanitaires, et pour les autres, ça sera, pour ceux qui sont ouverts, qui ont pu continuer leur activité, ça sera sur un critère de perte de plus de 70% du chiffre d'affaires, pour là aussi concentrer les indemnisations sur ceux dont l'activité a été vraiment réduite. Et bon, ça sera probablement le cas d'un grand nombre de commerçants qui vont être éligibles selon ce critère. Effectivement. Monsieur le directeur général, peut-être juste une question. Oui. Je finis mon point. Juste au sujet de la TVA, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions, puisque nous savons que la TVA doit être payée, mais pour les entreprises assujetties qui sont impactées par la crise maintenant, comment ça se passe, puisque la TVA reste due? Alors oui, tout à fait. Les possibilités de report d'impôts directs, de report d'impôts, ne concernent que les impôts directs, et donc la TVA doit être réglée. En revanche, ce qui a été prévu, c'est que les entreprises qui bénéficient de crédits de TVA
vont pouvoir être remboursées de manière accélérée de ces crédits. Elles peuvent faire la demande très facilement et on accélère le remboursement. Donc la TVA est normalement payée, mais les crédits TVA sont remboursés de manière accélérée. Allez-y. Monsieur le directeur, j'avais une question suite à la déclaration de la ministre où il était précisé que toute entreprise qui a fait sa demande d'activité partielle et qui n'a pas eu de réponse dans les 48 heures pouvait être considérée comme étant admis, même si on n'a pas reçu les codes. Ouais. Que pouvez-vous nous préciser à cet instant ? Alors, effectivement, il y a le délai de 48 heures permet de considérer que la décision est acquise. En revanche, les codes sont indispensables pour avoir l'indemnisation. Donc il faudra bien ensuite avoir l'acceptation du dossier, même si elle arrive plus tard, pour pouvoir ensuite avoir l'indemnisation. Et puis vous savez, les entreprises toujours vous font confiance à l'administration, mais entendent parler de contrôle a posteriori et aimeraient bien savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'on contrôle a posteriori. Est-ce que celles qui seront partiellement ouvertes auront plus de contrôle ? Est-ce que celles qui sont totalement fermées sont exclus. Vous savez, dans cette période, tout le monde imagine que le diable est un peu dans les détails et se font quelques soucis. Et le président de la Chambre de commerce que je suis, j'ai un peu de mal à les conforter, à les rassurer. Est-ce que vous pouvez leur dire quelque chose ? Ils sont à votre écoute. Écoutez, les mesures qui ont été prises sur l'activité partielle sont à nouveau, elles sont tout à fait exceptionnelles. C'est, comme je l'ai indiqué au début, un effort très important pour que 100% du chômage partiel puisse être effectivement pris en charge par l'État jusqu'à 4,5 SMIC. Donc c'est vraiment un dispositif très, très puissant. Je ne peux pas vraiment me prononcer sur les contrôles qui seront réalisés. Il est évident pour des raisons d'équité et de principe qu'il peut y avoir des contrôles a posteriori. Il est difficile de se prononcer sur ce sujet, mais ce qu'on peut voir, c'est que les conditions d'éligibilité au chômage partiel sont très larges et vous avez vu peut-être que les ordonnances permettent d'étendre encore ces conditions d'éligibilité et donc le dispositif est quand même à la base conçu pour être accessible au plus grand nombre d'entreprises dans les différentes situations et c'est le principe qui guide ce dispositif. Merci pour votre réponse. On essaiera de toutes les façons, puisqu'on a déjà été mis en contact avec le ministère du Travail, afin d'avoir plus de précisions sur ce point. J'ai une question pour les personnes qui sont en CDD, monsieur le ministre. Excusez-moi, monsieur le directeur, du coup. Quels sont les dispositifs qui vont être mis en place ? Comment ça va se passer pour eux ? Est-ce qu'ils peuvent être licenciés ? Est-ce que c'est un cas de force majeure pour faire la rupture anticipée de leur contrat ? Surtout s'ils devaient travailler là en mars ou en avril. Est-ce qu'ils sont pris en charge par le dispositif ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils rentrent dans le chômage partiel du coup, puisque ce sont des personnes qui sont en CDD mais qui sont censées travailler là pendant ces 15 jours ? Comment ça se passe ? Alors le principe, c'est que clairement les personnes en CDD, de même par exemple que les apprentis, les intérimaires, peuvent bénéficier de l'activité partielle. Ça c'est clair et c'est clair. Les salariés qui sont en période d'essai également. Donc il n'y a pas du tout de restriction de ce point de vue. Oui, pour les CDD. Voilà. Ensuite, votre question porte sur les CDD qui seraient empêchés de travailler pendant la période. Exactement. Alors dans ce cas-là, pour eux, la solution, c'est justement le chômage partiel, puisque toutes ces mesures ont été conçues pour éviter les licenciements. Et donc, puisqu'ils sont éligibles, ce qu'on peut recommander aux entreprises, c'est de mettre ces salariés, s'ils ne peuvent pas travailler effectivement, en chômage partiel, d'être indemnisés et donc de pouvoir ensuite, dès que la reprise d'activité sera possible, garder ces salariés et pouvoir reprendre l'activité sans avoir perdu les compétences dont les entreprises ont besoin. D'accord, je vous remercie. Est-il prévu d'ajouter ou de préciser que les dispositions d'ordonnance sont d'ordre public et s'imposent à toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle ? Alors,
il est bien prévu que les ordonnances s'imposent, effectivement, telles qu'elles ont été rédigées pour s'imposer. Vous avez vu, les ordonnances portent sur tout un ensemble de sujets, sur des prolongations de délais, j'ai évoqué par exemple tout à l'heure les mesures sur les loyers, sur les factures de gaz, d'eau, d'électricité, notamment pour empêcher les pénalités. Donc toutes ces mesures s'imposent bien dans les champs qui ont été prévus, et ça a été conçu pour. En revanche, il n'y a pas de mesure générale qui s'imposerait à tous les contrats. Il n'y a pas de déclaration d'une force majeure générale sur les contrats privés. D'accord. Les ordonnances s'appliquent dans les champs qui ont été définis, et là, elles s'imposent. Mais voilà, dans ces champs-là, et pas dans le reste des contrats privés pour lesquels c'est l'exécution du contrat qui prime. Sur les autres contrats privés, puisque la question de la force majeure sur les contrats privés a été souvent évoquée, au-delà de ce qui est couvert par le champ de l'ordonnance, le principe c'est qu'on appelle tous les acteurs privés en ce moment à faire preuve de solidarité et donc à rechercher dans leur contrat des solutions qui vont permettre qu'aucune des deux parties ne soit mise en difficulté. Et on appelle à cette compréhension. On a notamment passé beaucoup d'appels auprès des grandes entreprises, des grands acteurs privés pour qu'ils fassent preuve de beaucoup de compréhension dans l'exécution de leurs contrats privés avec d'autres entreprises pour éviter de les fragiliser. Et c'est ça qui primera dans les champs autres que ceux couverts par l'ordonnance. D'accord, je vous remercie. Lors de la première annonce, beaucoup de commerces sont fermés. Donc les chefs d'entreprise, automatiquement pour éviter les déplacements et pour respecter au maximum les règles de confinement, ne savaient pas qui pouvait ouvrir et qui pouvait fermer. Or, en ce moment, beaucoup d'entreprises constatent qu'elles peuvent reprendre leur activité. Est-ce qu'elles seront couvertes par les fonds qui sont mis en place pour ne pas perdre trop d'argent pendant la période où elles ont fermé leur activité et où là elles sont en train de s'organiser pour rouvrir, parce que tout le monde n'a pas pu, surtout dans nos départements, je pense bien aux Antilles-Guyane et en l'outre-mer plus généralement, tout le monde n'a pas pu passer tout de suite en télétravail pour plusieurs dispositions, puisque nous n'avons pas forcément la logistique et les réseaux qui font ce qu'il faut ici sur nos territoires. Est-ce que quelque chose est prévu pour ça, s'il vous plaît? Alors, la première chose, et c'est important que vous le disiez, c'est que ce que nous essayons tous de faire actuellement avec les organisations professionnelles, notamment les chambres de commerce et des métiers, c'est effectivement de permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent de reprendre ou d'augmenter leur activité, à nouveau en respectant toutes les règles d'organisation du travail pour permettre la protection des salariés, mais de reprendre l'activité à chaque fois que possible. Et donc, la question d'une entreprise qui aurait eu son activité très perturbée en mars et qui serait en train de reprendre son activité et qui pourrait retrouver une activité plus importante en avril, on aura une situation dans laquelle elle pourra bénéficier évidemment des dispositifs de soutien pendant la période où elle était arrêtée en mars et maintenant on l'encourage et on cherche les solutions pour aider à la reprise d'activité dès que c'est possible, y compris avec les éléments que j'indiquais sur la circulation des salariés par exemple ou des choses de ce type. Monsieur le directeur, on peut voir en analysant un peu la situation qu'il y a deux cas distincts. Ceux qui ont besoin de clients pour pouvoir fonctionner, je pense aux pâtissiers, aux boulangers, même s'il peut livrer, mais en fin de compte, ils ont besoin de clients individuels. Et ceux qui n'ont pas forcément des clients, c'est un travail qu'ils vont exécuter, je pense notamment au bâtiment ou à d'autres activités qui finalement n'ont pas besoin que quelqu'un vienne acheter quelque chose. Et là, il y a, à mon avis, une distinction qui peut être importante et on pourrait permettre à certains de reprendre des activités à partir du moment où le système est bien coordonné. Je prends le bâtiment par exemple. Si vous devez couler une dalle et qu'en Guadeloupe vous n'avez pas de béton parce que la centrale à béton est fermée, ça va être compliqué de travailler. Et il y a quelques métiers qui sont enchevêtrés les uns des autres, ils ont besoin de ce qu'on appelle de la coordination. Et puis il y en a d'autres, ils ont besoin des clients. Alors sur les premiers, les clients, je peux vous dire que la plupart des entreprises qui ont fait tous les efforts nécessaires pour rester ouverts, ils ont une perte de 90% de leurs clients. Donc ils ont plus de charges à rester ouverts pour les 10%
que s'ils fermaient, et c'est pour eux un dilemme de fermer, mais aussi une sécurité pour l'avenir, parce qu'ils risquent à la limite de compromettre leur entreprise à vouloir rester ouvert. D'où l'interrogation, je me permets de compléter, d'où l'interrogation que nous avons sur nos territoires pour les contrôles qui seront mis par la suite après, je pense. Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Oui. Alors, dans les deux cas que vous avez cités, sur le cas, par exemple, du bâtiment, de la construction, je voudrais rappeler que une partie importante des organisations professionnelles du secteur, samedi dernier, avec le gouvernement, ont signé une déclaration dans laquelle elles ont incité les entreprises du secteur qui le pouvaient à reprendre l'activité en indiquant un certain nombre de bonnes pratiques qui devaient être mises en œuvre pour reprendre l'activité. Ça, c'est un élément important parce qu'il y a une dynamique dans ce secteur particulier que vous évoquez qui vise à permettre à toutes les entreprises qui le peuvent, alors vous avez raison, il y a des cas où il y a des problèmes d'approvisionnement notamment, mais pour toutes celles qui le peuvent, il est important d'essayer, en appliquant ces bonnes pratiques notamment, de reprendre l'activité. Sur les entreprises qui ont besoin de clients, vous décrivez bien la situation. Il y a un dilemme pour l'entreprise qui peut être à la fois de chercher à quand même satisfaire les clients, même s'ils sont beaucoup moins nombreux qui viennent, et qui, dans ce cas-là, si son activité est très réduite, peut quand même bénéficier de beaucoup des dispositifs qui sont mis en œuvre. Tous les reports de charges, elle peut en bénéficier. Elle peut, si elle a des salariés, en bénéficier de l'activité partielle. Le fonds de solidarité, typiquement pour un boulanger, pourra s'appliquer s'il a eu une perte importante de chiffre d'affaires. Donc à la fois rester ouvert tout en bénéficiant en général, en tout cas avec des réductions d'activité telles que celles que vous évoquez, des dispositifs qui ont été mis en place. Donc notre message général, c'est plutôt, quand c'est possible, d'essayer de maintenir l'activité, même si elle est réduite, et d'utiliser les dispositifs éligibles pour un soutien. Et on comprend que dans certains cas, cette situation n'est pas possible. Et dans ce cas-là, on espère que la reprise d'activité sera rapide ensuite et que les dispositifs d'aide permettront de passer cette période difficile. C'est vrai que, monsieur le directeur, c'est très bien ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, moi en tant que président, je suis dans le cas, et surtout qu'on est dans une zone d'activité qui est de Jarry, où nous avons quand même perdu plus de 95% de clientèle. Donc le coût de fonctionnement est vraiment supérieur au chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que quelque part dans la zone, nous avons énormément d'entreprises qui sont fermées, de boulangerie-pâtisserie. Mais il y a une question qui me tient à cœur quand même, monsieur le directeur. C'est vrai que j'entends bien que l'État veut reporter les charges. Est-ce que vous pensez que sincèrement, ce ne serait pas plus judicieux de supprimer, bon c'est une question, mais est-ce que ce n'est pas plus judicieux de supprimer des charges parce que nous sommes sur un tissu économique guadeloupéen qui est très très fragile, ultramarin, je pense. Voilà, et qu'aujourd'hui, reporter les charges, c'est reporter, comme on dit, reporter le problème dans 2 ou 3 mois, où les entreprises, je ne sais même pas s'ils vont pouvoir tenir. Donc, je pense, j'ai une demande que je fais, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux que l'État supprime carrément pour aider et subvenir aux besoins des entreprises artisanales et commerçants des îles de Guadeloupe? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, dans les dispositifs d'aide, on a des dispositifs qui apportent des soutiens directs. L'activité partielle, le fonds de solidarité apporte des soutiens qui sont directs. Et puis, pour les charges fiscales et sociales, c'est du report. Vous avez raison que pour certaines entreprises, le cumul de tous ces dispositifs et les reports ne suffiront pas face à la crise. Et donc, on a ouvert une possibilité qui ne peut être évidemment mise en œuvre qu'au cas par cas, après examen par les services de la DGFiP, du cas de l'entreprise. On a ouvert la possibilité qu'il puisse y avoir, au-delà des reports
reports d'impôts directs, dans certains cas des dégrèvements d'impôts, exactement comme vous le dites, des suppressions si c'est la condition finalement pour que l'entreprise survive. Donc ça c'est une option qui a été clairement ouverte, qui doit être évidemment regardée au cas par cas, mais qui je crois répond au cas que vous citez, et ça peut inciter les entreprises qui seraient dans cette situation à soit saisir leur service d'impôt des entreprises, soit la CCSF, donc la commission des chefs de services financiers, si elle rencontre des difficultés importantes, pour finalement discuter avec eux de solutions qui sont adaptées à sa situation, notamment si les difficultés sont très très importantes. Alors merci d'avoir répondu. Juste un point de précision, puisque c'est une question très importante, puisque Jarry, c'est la 3e zone d'activité de France, donc, et qui est située sur notre territoire à nous. Donc c'est très important cette réponse. C'est ma dernière question, parce que je sais que nous devons vous libérer plus tôt, à moins que vous puissiez rester avec nous quelques instants encore supplémentaires ou pas? Quelques instants, oui. Je vous remercie en tout cas. Donc au niveau de l'agriculture, vous savez, puisque ça c'est un concern qui concerne tous les agriculteurs, puisque vous avez le même problème sur le territoire national. Donc au niveau des agricultures, c'est une vraie catastrophe économique, puisque nos agriculteurs ont déjà planté tout ce qu'il faut, et vraiment c'est un gros impact économique qu'ils sont en train de subir. Alors est-ce qu'il va y avoir une caisse qui va être mise en place spécialement? Je sais qu'en France, sur le territoire hexagonal, il a été prévu que les grands magasins, les grandes surfaces et les grands centres commerciaux puissent passer par les producteurs locaux. Est-ce que vous allez mettre en place des dispositifs de manière à ce que ça puisse aussi s'appliquer dans notre territoire, puisque pour le moment ce n'est pas encore le cas. Donc nous avons déjà commencé au niveau de notre région à nous à mettre en place des points de vente et de distribution. Donc ça c'est notre région et notre département qui s'occupe de ça. Mais ma question est-ce qu'il va y avoir une caisse spécifique pour les agriculteurs qui ne peuvent plus exporter leurs produits, mais qui subissent quand même, parce qu'eux ne peuvent pas exporter vers le territoire national. Or, nous subissons l'importation des produits qui continuent d'arriver, puisqu'il y a la continuité dans l'autre sens. Donc nous recevons quand même des aliments de la métropole. Donc, est-ce qu'il va y avoir une caisse pour les agriculteurs qui vont subir vraiment une grosse perte au niveau de leurs produits ou pas? Est-ce que vous pensez que vous pouvez nous apporter des solutions et un éclairage de ce côté, s'il vous plaît? Alors, c'est un sujet qui concerne plutôt le ministère de l'Agriculture, donc oui. Je ne peux pas me prononcer pour un autre ministère. Ce qui est sûr, c'est que ce que vous avez évoqué... Dans le fonds de solidarité, oui. Oui. Alors, le fonds de solidarité, parce que 1 500 euros, entreprises agricoles, ça c'est clair. Voilà. Et donc les entreprises agricoles pourront faire la demande du fonds de solidarité. C'est un élément effectivement important. Alors, excusez-moi de vous couper. C'est justement par rapport à ce que vous dites, parce que le fonds de solidarité va leur donner une paye, donc ça va leur payer juste leurs 1 500 euros, mais ça ne va pas couvrir les pertes. Donc, est-ce que dans le fonds de solidarité ou bien dans les prêts qui vont être mis en place, il va y avoir un dispositif au niveau de l'économie, puisque c'est quelque chose au-delà de la Chambre de l'agriculture, c'est quelque chose qui concerne le ministère des Finances peut-être. Donc est-ce que vous savez si il y aura des aides quand même qui vont être mises en place ou pas? Alors, dans les aides, donc il y a, au-delà du fonds de solidarité, il y a, et notamment sur le financement, il y a toutes les garanties qui sont mises en place pour permettre de garantir les prêts des banques auprès de toutes les entreprises. Et vous savez que l'État mobilise 300 milliards d'euros pour des garanties à 90% des prêts des entreprises auprès de leurs banques, donc pour assurer que toutes les entreprises qui ont besoin d'un prêt, d'un renouvellement de prêts pourront en bénéficier. Ça, c'est une mesure économique qui est importante également. Et puis sur le premier sujet que vous évoquiez, il y a une concertation qui est quotidienne avec les acteurs de la grande distribution, de la distribution, pour notamment dans leur lien avec les agriculteurs, avec les producteurs, et les services de l'État ultramarins sont très mobilisés sur le sujet, sont en relation très active avec notamment avec les distributeurs pour finalement reproduire la démarche que vous avez évoquée. Sur le territoire.
voilà, dans vos territoires, de facilitation de la relation, de la vente des produits par la distribution, et essayer de trouver des solutions concrètes aux difficultés que les uns ou les autres peuvent rencontrer. Monsieur le directeur général, je sais que votre temps est compté. On a tous bien compris tous les dispositifs et l'effort de l'État qui est mis en place pour traverser cette période difficile dont malheureusement nous ne savons pas quelle va en être la durée. Mais on a envie quand même à un moment de se dire qu'on va y arriver. Un grand nombre d'entreprises vont essayer de survivre et bien sûr on a envie de parler 2 minutes, même si ce n'est pas la priorité du moment, de l'après-crise, de la sortie de crise. Je sais que votre administration centrale va probablement concevoir des dispositifs globaux donc pour l'ensemble de la nation. Je sais que vos administrations décentralisées de la DIEC sont plus proches du terrain, sont plus proches avec les chambres de commerce de ce qu'il faut peut-être pour les entreprises. Et je voudrais simplement vous dire que 95% de notre tissu, c'est des petites entreprises. Énormément de commerce, d'artisanat. Et il faudrait des dispositifs qui prennent plus en compte la réalité économique de notre. Oui. On a besoin de spécificité. Les commerces subissent de plein fouet la vente en ligne, alors qu'elle est incitée, favorisée en métropole. Oui. Ben nous, on doit faire les petits commerçants. Ils doivent commander, stocker, assurer le stock. Et bien souvent, il y a des marchandises qui arrivent, qui ne payent pas forcément la douane et qui arrivent directement chez eux. Donc, on sait de qui ça vient, je ne vais pas citer, mais puisqu'il est connu de tout le monde, les Amazon. Et donc, on a besoin, ce tissu, on en a besoin, monsieur le directeur général. Il faut qu'on trouve des dispositions pour que le fret leur coûte moins cher, pour que le stockage leur coûte moins cher. Parce que si ce tissu devait disparaître dans les villes, comme vous pouvez l'imaginer, la désertification des centres-villes est un problème. Est-ce que vous pouvez m'assurer et assurer les commerçants qu'il y aura un peu de liberté au niveau de la DIEC pour construire une sortie de crise qui soit à la hauteur des enjeux économiques du pays? Alors, ce que je peux vous assurer, c'est que comme vous l'avez compris, on a engagé les travaux sur l'après-crise et sur les mesures qui seraient utiles pour l'après-crise, pour accompagner la relance et le redémarrage complet de l'économie. On y travaille actuellement. Il n'y a pas encore de décisions qui sont prises, puisque c'est vrai qu'on est très concentré sur la gestion immédiate de la crise, mais on est convaincu, comme vous le dites, qu'il faudra, après la crise, réfléchir à la manière d'accompagner le redémarrage de l'activité. Vous avez cité d'ailleurs pour les artisans, pour les commerçants, tout un ensemble d'enjeux sur lesquels on veut travailler, sur la numérisation par exemple, comment effectivement permettre à la fois aux commerçants mais aussi aux artisans de mieux utiliser les outils numériques en les aidant à trouver des solutions qui sont adaptées à leur activité, comment faciliter aussi leur activité quotidienne, les démarches administratives. On sait bien qu'il y a beaucoup de simplifications qui peuvent encore être faites pour faciliter la vie quotidienne de ces artisans et de ces commerçants. Et donc sans que je puisse vous dire aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de décision de prise, on confirme, comme vous le dites, qu'il faut avoir cette réflexion et qu'il faudra prendre des mesures. Avant la crise, nous avions lancé un plan national pour l'artisanat et le commerce, et c'est typiquement des mesures qu'on veut poursuivre, qu'on veut intensifier pour accompagner la relance après la crise. Avec des adaptations locales pour tenir compte de spécificités locales, j'insiste sur ce point qui est pour nous essentiel, la dimension nationale, et monsieur le directeur, vous le comprendrez bien. Nous sommes des départements insulaires. Avec des départements insulaires, c'est pas tout à fait la même chose. Les chambres consulaires sont à votre disposition pour réfléchir sur des points plus spécifiques qui nous préoccupent, de continuité territoriale sur le prix du fret qui est quand même exorbitant. Donc nous, on voudrait vous accompagner, on est là, on est debout, on est prêt. On fera tout ce qu'on peut pour assurer le redémarrage de l'économie et plus particulièrement de notre économie, celle de la Guadeloupe. Je vous en remercie. Je saisis votre proposition et je sais que avec les services de l'État, nous pourrons
avoir ces discussions avec vous pour enrichir notre réflexion. Je voudrais en profiter peut-être aussi à titre de conclusion, si vous le permettez, pour saluer le travail des chambres de commerce et des chambres de métiers depuis le début de la crise. On a une coopération remarquable avec les chambres consulaires qui sont au premier rang de l'accompagnement des entreprises, de la réponse aux questions que se posent les entreprises. Et je voudrais vraiment saluer leur engagement qui est tout à fait exemplaire. Et donc, je voudrais vous remercier tous les deux pour votre action aux côtés des autres présidents de chambres ultramarines et de métropole. Merci. C'est juste une dernière question. Concernant, c'est vrai que c'est un cataclysme économique par cette crise. Moi, j'aimerais surtout poser la question à ce que vous mettez un petit peu de pression sur la BPI pour que nous mettons en place ce plan de trésorerie pour que les artisans et les commerçants arrivent à souffler un peu, parce que jusqu'à ce jour, les banques, pour l'instant, nous n'avons pas encore de décret qui est sorti pour que les banques jouent le jeu pour mettre en place des découvertes. Et c'est vraiment la crainte des artisans aujourd'hui qui sont asphyxiés parce qu'ils ne savent pas quoi faire jusqu'au 31 mars. Ils ne peuvent pas payer. Donc, j'insiste là-dessus pour que la BPI mette un petit peu de la pression, pour que les banques jouent le jeu pour qu'on ait le temps de pouvoir payer les salaires à la fin du mois, monsieur le directeur. Alors, je vous confirme que la BPI est complètement engagée aux côtés de l'État, aux côtés des entreprises dans la crise. Elle a d'ailleurs mis en place un numéro vert qui permet à toute entreprise de la contacter directement pour présenter son cas, sa situation et voir quel est l'outil de la BPI le plus adapté à sa situation. Et je vous assure que Nicolas Dufour, que le directeur général de la BPI, avec lequel nous travaillons étroitement, est extrêmement mobilisé. Toutes ces équipes sont mobilisées et je lui passerai votre message, mais je sais déjà que toutes ces équipes sont mobilisées auprès des entreprises pour répondre avec leurs outils à la crise. Monsieur le directeur, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je sais que vous êtes très occupé aussi, parce que vous êtes mobilisé pour toutes les entreprises de France. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, j'espère que nous n'aurons pas à reconduire une deuxième interview. Ce serait vraiment l'idéal pour nous, même si ce moment était vraiment très agréable. Mais j'espère vraiment que tout va bien se passer. Mais en tout cas, nous resterons connectés avec vos services. Et nous vous solliciterons en cas de besoin, si ça ne vous dérange pas, de pouvoir nous éclairer un petit peu. On entend parler de peut-être 2 mois supplémentaires en cas de changement. Est-ce que vous pouvez rester disponible pour nous répondre ? Absolument, absolument. Mes équipes et moi-même, nous sommes à la disposition de toutes les entreprises et donc je serai disponible pour revenir si c'est nécessaire. J'espère comme vous que ça ne sera pas nécessaire, mais si c'est nécessaire, je reviendrai volontiers pour avoir ce dialogue avec vous. Et merci à la DIEC qui fait un travail formidable localement, monsieur le directeur. Je peux vous dire qu'on les a. Ils nous répondent à toutes les questions, et je tiens publiquement à les remercier pour leur engagement. Je vous remercie, c'est important. Y compris la chambre des métiers aussi. Oui, ils sont très mobilisés. C'est important d'entendre que les entreprises apprécient. Très à l'écoute des entreprises, très préoccupés par la situation des entreprises. Et je sens bien qu'il y a une équipe qui se dit il faut qu'on fasse redémarrer cette économie. Jamais un tel poids à porter sur les épaules des entrepreneurs. Ouais. Mais nous sommes vraiment mobilisés. Nous avons envie de faire redémarrer, comme on dit, le paquebot France et l'activité guadeloupéenne. C'est pour ça que nous devons rester unis, soudés et forts ensemble, et c'est ensemble que nous allons gagner. Et solidaires. Absolument. Et solidaires. Merci encore. Bon, merci. Parfait comme phrase de conclusion. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors voici la conversation téléphonique que nous avons eue avec le directeur des entreprises de France. Qu'avez-vous pensé de ce qui a été dit ce soir ? Je dirais que c'est très positif. D'accord. Pour l'instant. Alors, comme on dit, un proverbe créole qui dit, c'est ça y est un bec, pas en fale. Oui. Mais c'est vrai que je suis quand même confiant, je suis rassuré. Et nous pourrons relayer quand même à nos artisans et commerçants de dire que l'État est à nos côtés, l'État va nous suivre, nous devons rester vigilants, nous devons rester forts et soudés avec toutes les chambres consulaires et qu'on sortira grandi de cette crise
ce cataclysme. Mais j'y crois fortement. Je sais qu'on va s'en sortir. On n'a pas le choix. Pour construire une Guadeloupe de demain, nous devons nous en sortir. Alors, est-ce que ça a répondu à vos interrogations ? Alors moi, je vais vous dire une chose plus généralement. Oui, tout ce qui a été dit, on le savait plus ou moins. Oui. Hein, c'est décrit à travers un ensemble de mesures. Mais tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Oui. Et donc, j'ai envie de vous dire, à la sortie de cette crise, je voudrais que les choses soient différentes de ce qu'elles ont été avant. C'est vrai. Les entreprises souffrent. De quoi, au final? En dehors de cette crise, mais tous les jours. On n'est pas rentré dans la crise en si bonne santé que ça. On souffre de trop de fiscalité, un poids, un fardeau fiscal, un coût du travail qui est trop cher, C'est vrai. trop de contraintes, trop de normes, trop de difficultés à respecter, tout ça. Bien sûr, on a bien compris que ça part d'un excellent sentiment, d'une bonne initiative de nous mettre toutes ces contraintes et de ces règles. De certains disent d'ailleurs que c'est les entreprises elles-mêmes qui le demandent. Il faut libérer l'entreprise. Oui. Il faut changer un peu le format sur lequel on est, et notamment pour les entreprises en guadeloupéenne. Je vois les contraintes liées à des normes pour la douane. Parce que pour ouvrir, de toutes les façons, c'est toute une guerre. Et puis, vous avez une administrative. deuxième chose qui est très importante. Et je voudrais quand même qu'à cette occasion, on puisse en parler quelques minutes. Nous sommes dans un bassin. Ce bassin caribéen, qu'on le veuille ou non, on a autour de nous quelques centaines de millions de consommateurs, Oui. quelques centaines de millions de producteurs. 42 millions d'habitants dans la Quand on Caraïbe. prend l'ACP, pour Pacifique c'est encore autre chose, mais autour de nous, la Grande Caraïbe. Bon. Rien n'est fait pour que finalement la Guadeloupe et les Antilles françaises servent de navire amiral pour la France. Dans cette On est région. là, on a les moyens de se développer, de produire certaines choses à partir du moment où des grandes entreprises comprennent l'enjeu de la Caraïbe. Les Américains l'ont bien compris, Oui. la zone est complètement américanisée. Oui, oui. Ça veut dire que tout est fait pour que l'ensemble du commerce de la Caraïbe profite aux Caribéens. Or, nous avons, et je rappelle, nous avons des équipements structurants de très grande qualité, port-aéroport. Ce qui veut dire que nous sommes prêts. Il ne s'agit pas de construire un port et un Oui. aéroport. Tout est là, tout est prêt. Il faut que la France comprenne. Et je le dis au directeur général, je ne sais pas s'il nous écoute encore, mais on le lui redira, que c'est une chance inouïe pour la France d'avoir les Antilles françaises dans cet espace de la Caraïbe. Donc il faut qu'on puisse travailler Il faut avec la qu'on Caraïbe. puisse travailler avec la Caraïbe, et pour ce faire, il y a besoin d'adaptation. Alors moi, Oui. je défends une zone franche globale aux Antilles Oui, françaises. c'est très difficile, On effectivement. croit que c'est une utopie. Ben moi, j'ai l'impression que finalement, si on veut sortir gagnant de cette crise, si on veut finalement pour en faire presque un atout, c'est difficile de dire ça quand il y a des vies humaines, mais ma foi, de toute façon, on n'y peut rien. On se bat pour sortir le mieux en vie. Il faudra nécessairement que l'environnement fiscal, social, Correspond économique à la réalité. Oui. change pour s'adapter à une nouvelle réalité, et qui sont les enjeux de la prochaine décennie pour les entreprises. Effectivement. Je pense que, et je poursuis ce qu'a dit M. Viel-Collet, nous sommes dans une zone caribéenne et quelque part nous n'avons pas les mêmes fiscalités. Cette crise va nous permettre effectivement de changer la donne. C'est malheureux, il y a des pertes de vie humaines, mais ça doit nous servir pour avoir une autre Guadeloupe de demain, un autre modèle économique. Ce qui fait que la balle vient effectivement à ce moment de dire que changeons la donne, et comme l'a dit M. Viel-Collet, changeons la donne, travaillons différemment. Nous avons un bassin caribéen qui est énorme, et fiscalement, allégeons la partie fiscale, allégeons les papasseries pour qu'on aille mieux demain matin et que nos entreprises ne soient pas prises à la gorge à chaque fois. Trop de fiscalité. Trop de fiscalité. C'est un carnage. Si cette Ah oui, crise c'est vrai. pouvait nous permettre de remettre sur la table des choses qu'on n'avait pas imaginées, Et qu'on demande depuis de longtemps. rendre possible tout ce qu'on a déjà proposé au gouvernement, non pas pour faire de l'aubaine fiscale, mais tout simplement pour dynamiser l'économie. Oui. Ben, j'ai envie de dire, ça va être malheureux, cette crise on ne l'a pas vue venir, elle nous a fait mal, mais au moins on a essayé de faire en sorte qu'on puisse avoir quelques bénéfices en sortie de crise, et de remettre
sur la table les vrais problèmes du pays Guadeloupe en tenant compte de son tissu économique. La DGE, des fois, est assez, dure sur ces évolutions-là. Et là, je pense que peut-être qu'on pourra se faire entendre. C'est tout le mal que je nous souhaite. On nous avait dit que c'était une troisième guerre mondiale. Oui, c'est une troisième guerre mondiale avec le virus. Oui. Ce qui fait que ça va nous permettre de mettre tout à plat et de redémarrer un autre modèle économique. Avec un autre modèle. Merci, parce que je vais devoir moi aussi oui, mais j'ai nous une aussi, conférence. de toute façon, Voilà. merci de vos interventions et merci. C'est nous qui vous remercions. Écoutez, j'espère aussi, comme je disais tout à l'heure, que nous n'aurons pas à reconduire une autre émission de ce genre. Ce serait vraiment une bonne nouvelle pour nous. Mais je sais déjà, en cas de prolongation, puisqu'on entend parler, comme je disais tout à l'heure, de 2 mois, qu'on devra vous faire revenir puisque vous travaillez d'arrache-pied sur les dossiers. Donc, bonsoir à tous et merci de nous avoir suivis. Je tiens un coup de chapeau aussi à M. Viel-Collet parce qu'effectivement, il maîtrise assez bien les dossiers. Oui. Donc, ce qui veut dire que j'apprends à ses côtés aussi, donc c'est une bonne chose qui fait que la mutualisation, vous voyez, comme quoi que si nous sommes unis ensemble, on ira plus fort, plus loin. Les consulaires sont unis, chambre de métier, chambre d'agriculture, on se parle de tous les jours. Oui, ça c'est bien. Et c'est ça. très important, et je voudrais dire qu'il y a une vraie solidarité, un vrai élan de solidarité au niveau des consulaires, ce que je salue. Merci pour votre émission, et j'espère qu'on va traverser ça le mieux possible. Je sais que c'est dur, je mesure la détresse des entrepreneurs. Ils souffrent. Ouais, Je peux vous le dire, ils souffrent. Certains commencent à être démoralisés. Vous savez, c'est le côté où vous avez... Avant, vous vous battez, et puis après, vous lâchez, comme on dit, le manche. C'est vrai. Je veux leur dire, tenez bon, on est à vos côtés, les consulaires sont à vos côtés, on va se battre. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, on a un numéro spécial pour ça. On va vous accompagner dans les démarches auprès des banques. Parce que ça c'est important, c'est avoir de la trésorerie, avoir de la liquidité. Oui. Donc tout sera fait pour que les banques jouent le jeu. On a un comité spécial qui s'est mis en route dès aujourd'hui avec David Arnoux qui est aux commandes. Je sors là maintenant pour avoir une conférence avec les experts comptables pour qu'on voit comment on peut mettre une mécanique ensemble pour les entreprises, puisque je rappelle que les experts comptables sont ceux qui ont les comptes des entreprises. Donc comment faire pour monter les dossiers, pour avoir les prêts? On est dans le côté pratique des choses, opérationnel des choses, et tout sera fait pour qu'on traverse la crise dans les meilleures conditions. Merci à vous deux merci, de votre présence. Merci. Bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis, au revoir.